Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 54 du podcast de Traverser la frontière. Ici Mickaël et je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode centré sur le voyage. Alors ici on va faire un épisode plutôt pratique sur le thème en fait de comment on peut faire pour réduire son budget en voyage. Donc voilà, l'argent c'est un des soucis qu'on a tous en fait pour pouvoir voyager et qui nous empêche parfois de voyager autant qu'on le voudrait. Donc du coup je suis allé interviewer Astrid qui a un blog qui s'appelle histoiredetongue.com qui est assez spécialiste du voyage avec un petit budget en fait, voire même sans argent parfois. Dans cette interview en fait Astrid va nous raconter un petit peu son parcours de ses voyages, de son tour du monde, de sa façon de voyager qui est assez inhabituelle, vous allez le voir. Et en fait elle va nous expliquer les 7 façons de pouvoir économiser en voyage, dont certaines qui sont un petit peu étranges, mais en tout cas inhabituelles. Et vous verrez qu'elle va nous parler de brocante, elle va nous parler de faire du stop en Malaisie, elle va nous parler de chien de traîneau au Québec, d'un repas de Noël récupéré dans les poubelles en Italie, près de Rome, ou même faire du couchsurfing dans un van. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Vous allez comprendre un petit peu tout ça dans quelques minutes. Et à la fin, vous allez voir, on philosophe un petit peu sur à savoir si la chance a quelque chose à voir avec le voyage. Et je vous conseille d'écouter la conclusion de cet épisode parce que je vais vous annoncer le prochain invité du podcast et c'est quelqu'un qui est assez connu dans le milieu du voyage. Donc voilà, on se retrouve à tout à l'heure. En attendant, bonne interview avec Astrid. Allô Astrid ? Allô ? Ouais, tu m'entends ? Ouais, je t'entends. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Bon alors, où est-ce que tu es actuellement ? Parce que j'ai l'impression que tu as pas mal bougé ces derniers mois. Alors, je suis en Grèce, dans la ville de Kalamata, au sud du Péloponnèse. Ok, et c'est où ça ? C'est genre au bord de la mer ou ? Oui, au bord de la mer, c'est une ville moyenne, assez jolie. Il y a les montagnes et puis il y a la mer. D'accord. Et donc là on enregistre l'émission, il est à peu près mi-octobre donc. Juste pour faire enrager ceux qui sont dans les pays où il fait pas très beau là. Quel climat as-tu ? Il fait grand soleil. Hier, j'ai pris quelques coups de soleil d'ailleurs et je me suis baignée toute l'après-midi. Il fait beau, il fait très beau. Ok, bon. Moi en Roumanie, pour ceux qui s'inquiètent de mon sort, il commence à faire froid et il pleut tout le temps. Mais bon, j'avais qu'à aller en Grèce et te rejoindre comme tu me l'avais proposé il y a un mois. Du coup, Astrid, est-ce que tu peux te présenter pour tous les auditeurs, Oui. nous dire un petit peu d'où tu viens, quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais actuellement ? Ok, alors je m'appelle Astrid, j'ai 30 ans et je viens d'Orléans, c'est à 100 km à peu près au sud de Paris. En ce moment, je fais du house sitting, donc je garde une maison. C'est un couple de retraités français qui habitent dans un village près de Kalamata. Ouais. Et donc, ils m'ont confié leur maison et aussi leurs animaux, 2 chiens et 9 chats. Donc, j'ai des journées bien remplies et j'ai beaucoup de câlins. Voilà, je suis pas en manque de câlins. D'accord. Et du coup, et à part le house-sitting, tu bosses ou tu fais autre chose ou pas ? J'essaie de rattraper un peu de retard sur mon blog des petites histoires que j'avais envie de raconter puis que j'avais pas pris le temps. Et puis j'héberge aussi des couchsurfers ou des voyageurs qui passent dans le coin. Ok. Donc, voilà, je vois du monde et puis j'écris, en gros. D'accord. Ok. Bon alors toi, t'as déjà pas mal voyagé. T'as un blog juste sur le voyage, donc moi j'ai vu tous les voyages que t'as fait. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quand est-ce que t'as commencé à voyager et où est-ce que t'as pu aller un petit peu ces dernières années ? J'ai commencé à voyager, j'étais jeune. Dès que j'ai eu 18 ans, je suis partie en Afrique. Et puis ça m'a donné le virus et j'ai continué année après année. Et puis j'ai décidé de quitter mon emploi et puis mon logement pour faire le tour du monde. Donc là, ça fait 3 ans que je vis sur les routes. D'accord. Premières années, surtout en stop, on va dire, même si j'ai quand même pris des bus et des avions. Et puis là, cette dernière année, j'étais en van et je suis restée en Europe au volant de mon petit van. D'accord. Et donc depuis 3 ans, t'es allé où ? T'es allé en Amérique, t'es allé en Asie, quel pays t'as fait ? Oui, j'étais en Amérique et puis en Asie et en Afrique. Mais en fait, donc ça c'était sur les 2 premières années. Et en fait, ça s'est avéré être beaucoup trop rapide. Ouais. Et puis du coup, je poursuis de façon bien plus lente aujourd'hui et j'apprécie beaucoup plus de prendre mon temps et de creuser un peu plus, quoi. Ouais, d'accord. Et quand tu parles de voyage rapide et voyage lent, c'est quoi ? C'est quel ordre d'idée ? Ça se compte en jours, en mois, en années ? Généralement,
Comment t'as transitionné un petit peu ce type de voyage? En fait, au début, j'ai pensé partir que pour un an déjà, donc j'ai un peu tracé pour voir le maximum. Et puis en fait, je me suis aperçue que voilà, j'ai essayé de voir beaucoup et finalement, je suis passée aussi à côté d'énormément de choses. Et du coup, bah là, les derniers mois, j'étais en Scandinavie, je me suis posé quelques mois. Là, je me pose 3, 4 mois en Grèce. Et puis, du coup, j'ai le temps d'apprendre un peu de vocabulaire, de faire des connaissances que je peux revoir un peu plus souvent, voilà, de prendre plus de temps, quoi. Ouais, d'accord. Et tu penses que c'est... Enfin, tu préfères du coup cette façon de voyager qui est beaucoup plus lente ou... Bah, pour cette année, c'était bien parce que finalement, c'est moins fatigant. Ouais, Après, ça me manque quand même de. Moi, j'aime bien rouler et je pense que l'année prochaine, je vais refaire du stop et peut-être ravancer. Peut-être un compromis entre les deux, en fait. Moins vite, mais moins vite que les premières années, mais peut-être un peu plus que cette année. d'accord. Toi, Enfin, on verra. Je sais jamais trop. C'est jamais clair, en fait, ce que je dis. Ah, parce que attends, tu m'avais pas dit que justement tu voulais faire tu voulais pas aller en Asie en stop ou un truc comme ça? Je me souviens plus exactement. Si. Alors voilà, l'année prochaine, avec un ami, on voudrait aller en Asie et bon, on n'est pas tout à fait d'accord sur est-ce qu'on y va en avion et on rentre en stop. Moi, j'aimerais plutôt y aller en stop. D'ailleurs, je pense qu'il va écouter le podcast. José, s'il te plaît, est-ce qu'on peut y aller par la route? Voilà, le message est passé. Ok, donc peut-être le stop alors. Donc voilà, ce sera peut-être le stop et dans tous les cas, on en fera sur place et bon, je le dirai sur mon blog quand on aura pris la décision. Ok, ça marche. Moi, je voulais vraiment t'interviewer, Astrid, parce que sur ton blog, en fait, j'ai découvert grâce à un article que tu as écrit qui s'appelle Voyager sans argent, si le titre est correct, où justement tu parlais de comment tu arrivais à voyager depuis des années, en fait, avec un très petit budget et tu dépensais très peu d'argent, que ce soit en transport, en logement, en activité, en nourriture, etc. etc. Et je voulais qu'on aborde ensemble, du coup, cette thématique-là, parce que tu m'avais dit, en Oui. fait, sur Skype, que arrêter de dépenser, ça voulait dire qu'on voyageait plus. Est-ce que tu peux juste élaborer un petit peu sur ça? Bah, en fait, donc, comme je disais tout à l'heure, je pensais partir pour un an et du coup, la première année, j'ai pas mal dépensé, mais il restait un tout petit peu des économies que j'avais mis de côté et Mhm, je me suis dit non, je voudrais continuer de voyager. Mais comme j'avais pas l'intention de reprendre un emploi, en tout cas pas tout de suite, je me suis dit ah si je dépense très très peu, je vais pouvoir continuer beaucoup plus longtemps. mhm. Et du coup, bah, j'ai complètement changé ma façon de voyager, de me nourrir, de me déplacer, etc. Puis j'ai commencé aussi à faire du glanage, à jouer un peu de musique dans la rue, etc. pour faire durer le plaisir, on va dire. Et pour l'instant, ça continue, donc Ok, bah c'est bien, hein. Donc du coup, ce changement de type de voyage ou de façon de voyager a été bénéfique pour toi parce que tu peux voyager beaucoup plus longtemps, quoi. oui, tout à fait. Et puis faire des rencontres aussi que j'aurais pas pu faire, parce que plus on essaie de se débrouiller par soi-même, et plus ça crée des interactions, plus ça ouvre des portes qu'on n'aurait jamais poussées dans un cadre plus classique, quoi. T'aurais un exemple de ça? D'une rencontre que Euh, t'aurais pas, on peut- d'une rencontre que t'aurais pas bah, pu faire? le stop, voilà, le stop, c'est vraiment l'exemple par excellence. C'est sûr qu'on fait pas les mêmes rencontres quand on est au bord de la route et qu'on monte dans les voitures de personnes qu'on connaît pas et qu'on n'aurait jamais pu rencontrer, que si on prend un bus, quoi. Même si j'adore prendre le bus et les trains particulièrement, mais euh, c'est pas le même degré de rencontre avec les habitants, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Ok, donc on a listé pour ce podcast 7 façons d'économiser, on va dire, sur son budget en voyage, basé sur tes expériences. Et donc du coup, on va essayer de les voir une par une ensemble. Donc la première, dont tu m'as parlé, c'est qu'en fait, tu peux commencer à économiser de l'argent, on va dire, avant de partir. Et tu m'as dit qu'en fait, tu t'étais mise à vendre tous tes objets ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu me peux parler un petit peu de ce que tu as fait pour économiser avant de partir en voyage? Oui, alors j'ai vendu toutes mes affaires, mes meubles, ma vieille voiture, tout ce que j'avais en fait dans ma chambre. La voiture n'était pas dans la chambre, bien entendu. Et, ça a fait un peu de rentrée d'argent et je me suis dit non, il faut vraiment que je vende tout. Donc même des t-shirts, 1 euro, 2 euros, je vendais sur Internet. Et j'avais beaucoup d'amis qui souhaitaient participer aussi à mon tour du monde, souhaitaient me soutenir. Et du coup, ils se sont dit, ah, comme on peut pas donner trop d'argent, on n'a qu'à donner tout ce qu'on n'utilise pas chez nous. Et du coup, tous, ils se sont mis à me faire des cartons et des cartons
de chaussures, de bouquins, de vaisselle, etc. Donc après j'ai eu tout un travail d'organisation, de faire les cartons qui allaient bien ensemble, prendre les objets en photo un par un, les mettre en ligne, aller à la poste tous les jours pour envoyer les colis, etc. Et ça a financé une bonne partie du voyage. Je les remercie au passage pour leur soutien. Et tu sais, t'as pu gagner, entre guillemets, combien d'argent à peu près en revendant tous tes objets, en revendant les objets de tes amis? Ça a dû faire dans les 4000. D'accord. Donc quand t'es parti en tour du monde, en gros, t'avais plus rien, quoi. Enfin, t'avais plus de chez toi, t'avais plus trop d'objets ou... J'ai conservé d'ailleurs tout ce qui était des albums photos, des choses personnelles, quoi, des souvenirs, des choses comme ça qui sont la moitié chez ma maman, la moitié chez mon papy. Et les pauvres, ça fait 3 ans que je leur dis oui, 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 je vais reprendre ça dès que je rentre, et puis je le fais pas. Donc voilà, il me reste quand même, voilà, j'ai quelques affaires auxquelles je tenais. D'accord, on est tous un peu comme ça. Moi aussi, j'ai quelques, quelques affaires chez ma mère qui traînent depuis 4 ans. Et du coup, pour ceux qui souhaiteraient justement partir et qui n'ont pas forcément d'argent et qui envisageraient de vendre des choses, quels conseils tu pourrais leur donner quel type d'objet vendre, enfin, ou qu'est-ce qu'il faut garder, pas garder, je Tout sais se pas. vend, Ok, tout se vend. Et la première des choses, après, faut pas hésiter. C'est sûr que si on veut pas vendre un bouquin à 50 centimes, voilà, faut faire des croix sur le prix réel des objets, hein, mais tout se vend. Les brocantes, je faisais des brocantes 2 fois par semaine. ouais, Enfin voilà, il y a quand même moyen de. Et puis j'ai arrêté tout ce qui était les sorties. J'ai déménagé dans une toute petite chambre pour pas payer de loyer. J'ai commencé à faire du glanage aussi en France pour arrêter les dépenses de nourriture, parce que je travaillais à mi-temps, donc je gagnais pas énormément. Et changer déjà ses habitudes en France et voilà, se dire vraiment que si on le souhaite vraiment, c'est possible, quoi. ouais, Si d'autres le font, c'est que c'est possible. ouais, c'est clair. Bah, tu l'as fait, la preuve, c'est bon. Ils peuvent le faire. Ok, donc ça c'était pour l'avant-voyage. Le deuxième point que je voulais aborder, et tu as commencé à en parler tout à l'heure, c'était le stop. Parce que, mine de rien, quand tu fais du stop, donc tu m'as dit que tu avais voyagé plutôt en avion, en bus, etc. avant, et à un moment tu es passé en stop, c'est ça? Ouais, et puis j'ai alterné les deux pendant une période aussi. D'accord. Et pour toi, J'ai pris des avions entre les continents, j'ai pris des avions et à l'intérieur, j'ai fait du stop. d'accord. Et du coup, pour toi, quel est l'avantage bah, il est plutôt logique, mais l'avantage en termes de budget pour le stop, qu'est-ce que ça te permet en fait? Bah, le stop, c'est gratuit. Après, sur des longues distances, ça peut arriver, c'est bien vu de proposer de participer. Mais au-delà même du budget, c'est vraiment des rencontres extraordinaires. J'avais beaucoup d'appréhension en me disant, oh, c'est dangereux, on connaît pas les gens, tout ce qu'on peut entendre dans les médias, etc. Ouais, Et en fait, je me suis aperçue très vite que déjà pour une femme, c'était très facile de faire du stop. Que j'ai pas eu de grosses galères, enfin voilà, ça a été facile. Et puis surtout que les conducteurs tous me prenaient sous leur aile, que ce soit femme comme homme, me déposer, m'offrir un petit café. Enfin voilà, c'est vraiment. J'ai fait des rencontres magnifiques et touchantes et ça a été un beau cadeau que j'ai reçu durant ce voyage, quoi. ouais. Est-ce que tu aurais une rencontre qui t'a marqué, un truc genre une expérience extraordinaire ou un truc que tu as vécu en stop? Ouais, je pense à un gars particulièrement qui s'appelait Baye, Ouais, un Sénégalais qui m'a récupéré au milieu du Sahara occidental. ok. J'étais au milieu de rien, il y avait que du sable, du sable, du sable. Et le mec m'a emmené jusqu'à Nouakchott. On a fait 3 jours de route ensemble dans son petit van. 3 jours? Et voilà, 3 jours, il roulait lentement. Le van était bien plein. Ok. Et, et ouais, ça a été 3 jours extraordinaires dans les dunes, etc. Ça a été magique. Mais il devait y aller à Nouakchott ou il t'a emmené juste toi? Non, non, il descendait à Dakar en fait. Il m'a même proposé de descendre plus bas, mais je voulais aller à Nouakchott, donc je me suis arrêtée. Mais voilà, ça a été. Quand on reste plusieurs jours, même avec des routiers, ça m'est arrivé plusieurs fois de dormir dans les camions. Et au début, j'avais beaucoup d'appréhension en me disant, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Est-ce qu'il va pas se passer quelque chose dans la nuit? Ouais. Et tous, ça m'est arrivé une dizaine de fois. Tous, ils ont été des gentlemen à sortir pour que je puisse me changer sans même que je demande quoi que ce soit, à proposer 10 fois, si tu veux faire pipi, tu me le dis. Voilà, m'ont traitée comme une princesse et j'ai eu une grande chance de les avoir rencontrés. Ouais. Et du coup, c'est plus simple parce que
En étant une fille, tu penses que c'est plus simple qu'en étant un garçon de faire du stop ou pas? Enfin, Je pense que ça effraie moins certains conducteurs. Il y a eu beaucoup de femmes qui se sont hâtées et qui m'ont dit oh, vous êtes la première autostoppeuse que je prends. Alors je demandais mais pourquoi ah ben on sait jamais, mais quand je vous ai vu ma petite et je pouvais pas vous laisser comme ça, on sait jamais, au moins avec moi vous êtes en sécurité. d'accord. Bon bah le stop, bon bah c'est logique au niveau du budget, on paye pas les bus, les trains, etc., etc. Le troisième point que je voulais aborder, c'était les activités. Donc les activités, ça peut représenter plein de choses. Ça peut être des visites, ça peut être des randonnées, etc., etc. Et tu me disais qu'en fait, maintenant, tu dépensais quasiment plus d'argent dans ce genre de choses en voyage. Oui, bah je pense que je fais vraiment le tri entre ce qui compte énormément là, comme un rêve. Par exemple, je voulais voir les temples d'Angkor ou le Taj Mahal, des choses comme ça. Bon, c'est des choses, voilà, c'est une fois dans ma vie, et donc ça je paye les entrées. Et puis tout le reste où je me dis bon, ça c'est pas un rêve d'enfant, je passe dessus. Après, c'est sûr que c'est dommage parce que je loupe beaucoup de choses. D'un autre côté, mon voyage peut durer beaucoup plus longtemps comme ça. Et voilà, c'est le choix que j'ai fait, sachant qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire gratuitement et que du coup on ferait peut-être pas d'ailleurs si on faisait le choix de payer des activités plus classiques, quoi. Ouais, tu peux me donner des exemples de ça, des activités justement gratuites que tu peux faire? Il y a beaucoup de musées, de galeries. Il existe quelque chose qui s'appelle les free walking tours. C'est en fait c'est des visites guidées de villes à pied. Et bon, à la fin, voilà, si on donne un petit billet pour remercier quand même le guide, c'est toujours bienvenu. Mais sinon, c'est gratuit. Il y a d'ailleurs en ligne, oui, je voulais le dire aussi, on peut trouver des guides de voyage gratuits, dont un qui s'appelle Wikivoyage, qui est l'un des plus gros. Mhm. Et puis après, pour les activités, une fois, je voulais faire du chien de traîneau et je savais que c'était hors de prix. Et du coup, j'ai contacté directement les mushers, c'est-à-dire les propriétaires de chiens de traîneau, Ouais. pour dire, bah écoutez, si vous voulez, je travaille pour vous gratuitement un certain temps et en échange, vous me laissez faire du chien de traîneau. Et en fait, Ok. ça a fonctionné. J'en ai fait pendant 3 semaines et ça a été vraiment cool. Pendant 3 semaines? Ouais, C'est au énorme. Québec. Bah ouais, mais d'un autre côté, c'est passé très vite. Non, mais je veux C'était dire, assez rude. je veux dire, c'est génial. Enfin, quand je dis c'est énorme, ça veut dire c'est génial en fait. Ah oui, oui. Ouais, c'était cool. C'était assez physique, c'était très froid, mais Ouais. ouais, les bêtes, elles étaient adorables et ouais, je suis parti en pleurant et Et ça a été ouais, super bavant. du coup, t'es juste allé voir un mec comme ça au hasard. Tu as dit, bah, je peux travailler en échange, je veux juste aller faire du chien de traîneau. Il a dit ok comme ça ou comment ça s'est passé? J'ai contacté plusieurs personnes par internet et il y a Ok. une seule personne qui m'a répondu positivement, c'était une femme, très très sympa d'ailleurs, qui m'a chouchouté, qui m'a vraiment chouchouté et qui me faisait des bons petits plats pendant que j'étais à quatre pattes dans la neige à nettoyer les chiens. Ouais, ça a été une expérience marquante et j'espère, si je repasse par là, en tout cas, j'irai lui faire un gros bisou et à ses chiens aussi. D'accord. Et quand tu dis par internet, c'était sur un site en particulier ou comment tu faisais exactement? Et bon, normalement, il y a des sites officiels pour le woofing, Ouais. mais c'est payant. Et puis du coup, je me suis dit, bah, j'ai qu'à trouver des adresses email. Et puis, en fait, j'ai tenté, je savais pas trop si ça allait marcher, hein. Il y en a plein qui m'ont dit non, ça marchera jamais. Je me dis, bah, au pire, je tente et je perds mon temps, et au mieux, ça fonctionne, quoi. Et moi, j'ai eu pas mal de chance parce que ça a marché. Ok. Et en plus, j'imagine que 3 semaines de chien de traîneau, si tu les payais, ça doit coûter assez cher, non? Ouais. Mais bon, d'un autre côté, je bossais à 7 heures du matin à, je sais pas, 19 heures. Ouais. Il Ok. faisait -27. Enfin, c'était quand même, bon, c'était un échange, hein, de services, quoi. Mais Ouais. je pense que toutes les deux, on a été contentes et non, c'était une belle histoire. Ok. Bon, c'est cool. Le quatrième point, qui est super important, donc tu l'as dit, ça concerne le logement en fait. Donc tu as évoqué au début de podcast que tu faisais du house sitting. Donc pour tous ceux que ça intéresse, j'ai fait un podcast entièrement dédié au house sitting avec Lucie. Donc c'était l'épisode. Je vais avoir un trou. Alors attendez. La préparation
manquante de Michael. Alors attendez. House sitting, c'est l'épisode 48 du épisode 48 du podcast, donc vous pourrez trouver sur le blog. Donc on a parlé entièrement de house sitting, donc le fait d'être logé chez quelqu'un qui est parti en vacances pour s'occuper des animaux, en gros. Mais ce que tu as fait depuis quelques années, en fait, tu me disais en fait que tu as beaucoup logé chez l'habitant et tu as fait beaucoup de couchsurfing, hein, c'est ça? Oui. Tu peux m'expliquer un petit peu le concept et comment ça marche? En fait, c'est donc un réseau communautaire par Internet où voilà, on a tous un profil et on demande à des personnes si on peut dormir sur leur canapé ou on peut aussi recevoir sur notre canapé si on en a un. Et donc j'ai beaucoup voyagé grâce à ce réseau. J'ai fait de très belles rencontres. J'ai même l'année où j'étais dans le van l'année dernière hébergé dans le van des couchsurfers. Et Attends, ça s'est passé comment ça? Parce que t'as mis sur ton profil Couchsurfing. De la même façon. Ouais, exactement. Que j'ai mis, j'ai un lit, une tente. Si vous voyagez dans le coin, je suis toute seule. Passez quoi. Okay. Et j'ai eu plusieurs demandes et c'est arrivé, je sais pas, 6 ou 7 fois, dont une qui est restée quand même 2 semaines. Voilà, on a voyagé ensemble. Ah, c'était cool. C'était vraiment cool. Ouais, j'imagine. Ah, c'est la première fois que j'entends ça, que tu pouvais faire du couchsurfing dans un van. Ouais, du coup, ouais, les voyageurs, ils apprécient en plus parce que c'est vrai que c'est peu commun et s'ils ont pas de van, c'est l'opportunité aussi de découvrir ça. Et puis moi, j'étais contente de pouvoir héberger à mon tour parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup profité au début et c'est toujours sympa quand on peut rendre à d'autres un peu ce qu'on a reçu, quoi. Ouais. Et du coup. Donc voilà. Et oui, je vais faire juste un point par rapport au couchsurfing. Donc c'est évidemment gratuit. Après, c'est pas forcément la façon la plus économique de voyager, surtout si on essaye d'être un bon invité, on va dire, parce que voilà, le but c'est pas de venir vider le frigo de quelqu'un et de squatter comme à l'hôtel, quoi. Et moi, la plupart du temps, quand j'en fais, je dépense plus d'argent que quand j'en fais pas, justement, parce que bah voilà, je prépare un petit repas, j'achète une bouteille, ou je paye un café en ville, ou ce genre de choses pour vraiment montrer à mon hôte que je le remercie et que je le remercie, quoi. Et ouais. Du coup, c'est vrai que c'est un moyen pas cher. Après, il y en a pas mal qui le font justement pour le côté gratuit et ça dénature un peu le réseau, ce qui est dommage, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres moyens de dormir chez l'habitant gratuitement sans passer par couchsurfing? Est-ce que des choses que tu as fait aussi? Alors déjà, il y a plein d'autres réseaux communautaires comme ça qui existent. Moi, j'ai testé un peu Trust Roots avec mon bon accent français. Ok. C'est un réseau spécial pour les autostoppeurs qui est un peu moins connu et du coup qui fonctionne bien parce que les gens sont pas saturés de demandes. Après, avec l'autostop, tout ce qui était les invitations spontanées, surtout selon les pays, au Maroc, ça pleuvait tous les jours. J'avais 3 invitations, quoi. Et le plus dur, c'était de dire aux gens, mais non, je peux pas rester. Là, ça fait que 30 minutes qu'on roule. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui invitent spontanément chez eux. D'accord. Et puis après, on peut toujours dormir gratuitement un peu partout, en fait. Chez l'habitant, on peut être au pair aussi, ça fonctionne bien. Moi, je l'ai jamais fait, mais bon, c'est quelque chose d'assez connu qui marche bien. Et puis après, pour dormir gratuitement, tout ce qui est les gares, les aéroports, les stations-service, toutes ces choses-là, il suffit d'y aller. Souvent, il y a la sécurité, il y a les sanitaires, il y a le Wi-Fi. Donc bon, après, faut pas tôt le matin, quoi, mais ça permet vraiment de dormir gratuitement et pas trop mal, quoi. Ouais. Et t'as un souvenir marquant, donc tu me disais par exemple au Maroc que tu te faisais inviter plus que de nuit que tu pouvais en passer. T'aurais des souvenirs de gens qui t'ont invité chez eux et par lesquels t'as fait une belle rencontre, ou ça s'est super bien passé, ou c'était super original, je sais pas, quelque chose de marquant? Ouais, il y a eu un gars qui m'a marqué en Malaisie. Il me prend dans son camion. Et le camion tombe en panne, évidemment, au bout de même pas 5 minutes. Donc, on attend 1 heure, 2 heures. Bon, bref. Le gars parle pas anglais, mais je sais pas, il était super doué pour communiquer avec les mains et on rigolait. On comprenait rien, mais on a trop rigolé, quoi. Et puis, il me dépose là où je voulais passer la nuit et il prend mon numéro de téléphone. Et puis, je me dis, il pourra jamais m'appeler. On peut pas se parler au téléphone, quoi. Et le lendemain matin, il m'appelle. Je passe une personne qui était à côté qui parlait sa langue et la personne me traduit. Il arrive, attends-le. Bon, bah, c'était pas prévu, mais ok, j'attends.
Et le mec revient et en fait pendant 3 jours il est venu avec sa voiture personnelle cette fois et on a passé 3 jours dans la région à visiter des villes, à voir des copains à lui dont je comprenais rien ce qu'il racontait. Et, enfin, ça a été assez exceptionnel, assez inattendu et j'arrêtais pas de me dire mais qu'est-ce que je fais là? Et en Ouais. même temps je me disais mais c'est trop cool et vraiment le gars il était trop sympa et là ça a été une belle histoire. En Malaisie alors. En Malaisie, ouais. Ok. Ça, c'est marrant ça. Et donc, t'avais pas communiqué avec le gars, quoi. Bah, on parlait avec les mains. Et en fait, on parlait plutôt pas mal. On se dessinait des trucs, des fois sur des bouts de papier pour des idées un peu plus précises, un peu plus philosophiques. Bon, ça volait pas très haut, mais n'empêche qu'on a bien rigolé, quoi. Ok. Bon. Euh, Cinquième point pour économiser un voyage. Et je sais que ça te tient à cœur parce que t'as écrit beaucoup d'articles dessus, enfin plusieurs articles dessus. Et c'est assez peu commun. Je trouve qu'on en parle assez peu dans les blogs voyages, etc. Ça concerne le glanage alimentaire. Alors Astrid, est-ce que tu peux Oui. m'expliquer ce que ça veut dire? Parce que moi, avant de lire ton article, j'avais très peu connaissance de ça. Alors en fait, c'est tout simple. Il suffit de récupérer la nourriture qui est jetée alors qu'elle devrait pas être jetée, c'est-à-dire qu'elle est encore consommable. Et donc ça se fait. Il y a 1000 façons de le faire. Déjà, je le fais parce que ça permet de manger gratuitement, mais aussi parce que d'un point de vue éthique, c'est quand même honteux qu'à notre époque, on jette ces tonnes et ces tonnes de nourriture alors qu'il y a des gens qui mangent pas à leur faim. Donc c'est quand même un point qui me tient à cœur et notamment quand on voyage, on est quand même amené à être reçu chez des gens qui ont pas grand-chose et qui voilà qui nous offrent tout ce qu'ils ont et on rentre chez nous, nos poubelles sont pleines à craquer et voilà, c'est Ouais. vrai que c'est quand même irrespectueux. Et du coup, pour ces deux raisons, voilà, je me nourris à peu près à 90% du glanage. J'achète toujours quelques extras, du café ou des choses comme ça. Mais on trouve quasiment tout, tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est surtout fruits et légumes, le pain, tout ça. C'est propre, c'est pas périmé. Euh, que dire de plus? On peut faire ça dans beaucoup d'endroits, tout ce qui est marché, supermarché, boulangerie, les snacks, toutes ces choses-là. Ouais. On peut même récupérer directement sur les tables des restaurants, ça s'appelle le table diving, Ok. autrement dit plonger sur les tables dans l'assiette. Et donc pour ça, on repère un peu les clients qui délaissent la moitié de leur repas et puis il suffit juste de passer après et de récupérer. D'accord. Et pour tout ça, en fait, tu demandes ou pas? Parce que tu me dis, on va sur les marchés, on va dans les boulangeries, etc. Tu demandes ou tu te sers? Comment ça se passe généralement? C'est compliqué. Souvent, ils mettent des cadenas, souvent ils détruisent, mais il y a quand même beaucoup d'endroits où il suffit d'ouvrir et de prendre. Après, voilà, quand même la chose importante, c'est de laisser les lieux propres, c'est-à-dire que si on met des choses par terre, ben après on les remet dans la benne pour des questions de respect, hein, tout simplement. Tout ce qui va être boulangerie, on peut trouver dans les poubelles. On peut aussi demander est-ce que vous jetez du pain ce soir? Si on Mhm. est de passage en voyage, voilà, la plupart du temps, les gens ils donnent sans aucun souci et voilà, je dirais même qu'ils sont souvent contents de, pour une fois, pas mettre leur production dans les poubelles. Ouais. Euh, Ça dépend. Pour ce qui est des restaurants, ça fait un peu tâche. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours un petit sac style sac congélation dans les poches qui est propre. Et si je vais faire du table diving, je remplis mon sac en 2 secondes et puis je pars manger plus loin, quoi. Ok. Ça gêne personne. Ok, ça va. Et tu me disais, attends, que tu m'as raconté ça, que en Italie, tu avais récupéré des aliments pour Noël ou je sais pas trop quoi là. Tu peux me redire ce que c'était? Alors c'était il y a 2 ans, on était trois, on était en Italie, et c'était juste avant Noël. Et on vivait dans un squat à peu près à 50 km de Rome. D'accord. Et on fait les poubelles et tout d'un coup on se rend compte que juste avant Noël, c'est genre le jackpot. Il y avait tous les fromages italiens, il y avait tout ce qui était les charcuteries italiennes, toutes ces choses-là. Et on a même trouvé de la levure, de la farine, etc. Et le mec qui était avec moi, c'était un ancien boulanger. Et D'accord. du coup, il dit, oh, on va construire un four à pain. Alors moi, je dis, bah ok, mais tu sais faire. Ouais, ouais, t'inquiète. Et donc le gars, dans le squat, commence à construire un four. Il nous fait du pain aux olives, aux tomates séchées. Et dedans, après, on se faisait nos sandwichs avec tout ce qu'on avait récupéré, les bons fromages et tout ça. Et en fait, ça a été nos meilleurs repas depuis des mois, alors que c'était issu des poubelles, quoi. Et Ouais. c'était assez fou ce moment-là. Ouais, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'en fait, on jette beaucoup de choses qui ont dépassé la date de
limite de consommation, je sais plus comment, mais qui sont quand même Oui, consommables. alors il y a deux choses importantes à retenir, c'est que il faut faire la distinction entre la DLC, la date limite de consommation, Mhm. et la DLUO, la date limite d'utilisation optimale. Ok. Pour ce qui est de la DLC, généralement, il faut la respecter. Après, il faut voir un yaourt, ça peut se manger plusieurs semaines après la date limite, quoi. Mhm. Il faut faire preuve de bon sens. Et bon, voilà, dans le doute, on mange pas, bien sûr. Et puis pour les autres produits, on les lave bien, on les fait bien cuire, il n'y a pas de souci. Et pour ce qui est de la date limite d'utilisation optimale, les seules choses qui peuvent être altérées, ça va être des propriétés plus gustatives, comme par exemple, je sais pas moi, des lentilles, ça se périme pas. Les Ouais. lentilles qu'on trouvera dans les poubelles, elles seront pas périmées, quoi. Mhm. Après, voilà, on les rince, on les fait cuire. La plupart du temps, en plus, c'est dans des sachets, donc c'est même pas sale. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à expliquer comme ça paraît assez, ça fait toujours un peu crasseux en fait. Et Mhm. les gens se disent non, jamais de la vie, je prendrai dans une poubelle. Ouais. Et on se rend pas compte avant même d'en avoir ouvert une, à quel point il y a beaucoup, à quel point c'est pas mauvais. Et voilà, c'est propre et c'est éthique quoi. Donc voilà, tout ça, ça fait sens quoi. Ok. Ça marche. Bah, effectivement, c'est un truc que je connaissais pas et en fait, en creusant le sujet, je me suis rendu compte que t'as plein de gens et plein de voyageurs qui le font et que Ouais. c'est pas si étrange que ça, quoi. Et ça permet de réduire un tout petit peu peut-être le gaspillage qui existe, quoi. Et puis d'être en accord avec ses principes et avec voilà avec soi-même quoi. Manière numéro 6 d'économiser de l'argent, mais en tout cas, ici, ce serait plus pour gagner de l'argent parce que tu m'as expliqué que tu faisais de l'accordéon pour gagner un petit peu d'argent de temps en temps. Oui, alors j'ai fait de l'accordéon depuis pas mal de temps et c'est Ouais, vrai que sur les 2 premières années, comme j'étais avec mon sac à dos, je l'ai pas transporté. J'avais une guitare, mais je jouais pas dans la rue, très peu. Et là, depuis que j'ai le van, voilà, je peux apporter à peu près tout ce que je veux. Et du coup, bien sûr, j'ai pris mon accordéon et ça permet de payer l'essence, le diesel pour le van et puis aussi de rencontrer pas mal de monde et voilà, les gens sont c'est assez bienvenu en fait et ouais. voilà, je suis vraiment passionnée par cet instrument, donc Et du donc, coup, ouais. ça se passe comment? Donc, quand tu vas J'ai- dans une nouvelle ville, tu te poses quelque part, tu joues et. Enfin, comment ça se déroule là? Ouais, eh ben, faut chercher. Alors, c'est quand même bien de se renseigner à l'avance sur la législation, au moins pour savoir si ce qui peut nous arriver, parce que c'est pas toujours légal de jouer sans autorisation, ça dépend des endroits. Ouais. Euh, une fois qu'on décide de jouer, c'est bien de choisir un bon spot, par exemple une rue passante, piétonne, touristique ou un lieu où les gens attendent, comme devant un musée ou au fait de stationnement, ce genre de choses. Après, on peut préparer son intervention. Il y en a qui vendent des CD, par exemple. Mhm. On va avoir un panneau qui explique le projet, etc. Et puis, bien sûr, être souriant, ça c'est la base du truc. Et tu gagnes beaucoup d'argent avec ça? Genre, quand tu fais 1 heure d'accordéon, tu vas gagner combien en moyenne? Alors, en moyenne, je sais pas, ça va de 0 à 40 euros. Ok, par Ça peut heure. être zéro. Après, j'ai des potes qui sont jongleurs. En 1 heure, ils peuvent se faire 100 euros. Ils doivent être des très bons jongleurs. Ok. Mais ça dépend vraiment de l'endroit, comment dire, de la prestation. Voilà, moi, 40 euros, c'est mon maxi et c'est rare. Mais c'est l'argent, en fait, c'est secondaire parce que déjà, quand on aime jouer, on prend plaisir. Je vois même pas le temps qui passe. Des fois, je me dis, voilà, ça fait 2 heures que je suis là. Je les avais pas vus passer. Ouais. Et puis, voilà, on rencontre plein de gens qui font des petits sourires. Des fois, on me dépose un petit chocolat ou voilà, c'est des moments sympas, quoi. Et on m'invite à dormir, à manger. Voilà, du coup, c'est un peu comme le stop, en fait. L'idée de départ, c'était un peu de voyager avec pas trop d'argent, et puis finalement, ça ouvre des portes, ça ouvre à des rencontres, et ça enrichit vraiment le voyage d'une façon différente. Ouais. Et il y a d'autres manières à part. Bah, t'as parlé de l'accordéon, donc en gros, tout ce qui va être jouer de la musique, donc ça va marcher. T'as commencé à parler du jonglage. Tu vois d'autres choses qui pourraient marcher comme ça pour gagner un petit peu d'argent dans la rue? Alors moi, je fais que ça, mais j'ai des potes qui font des bulles de savon, j'ai des potes qui jonglent, qui font des statues, qui font des tatouages au henné, tout en fait, qui vendent des bracelets. Ouais. En fait, on peut tout faire.
il faut juste se lancer et puis voilà, avoir un petit stand qui fasse propre ou voilà, faire quelque chose qui fasse un peu le show, quoi. C'est sûr que si on pose 3 pauvres bracelets par terre et qu'on sourit pas, ça marchera jamais. Mais si on met un petit tissu, si on met un petit panneau, si on sourit, c'est plus dans la mise en, comment dire, la mise en valeur, voilà. Ok, ça marche. Voilà, pour tous les apprentis artistes ou créateurs, ils peuvent faire ça en voyage. Et la dernière chose, donc le septième point que je voulais aborder, concernait l'hygiène. Donc du coup, comment tu pouvais un petit peu lier l'hygiène et le budget en voyage? Alors ça, c'est la partie la plus amusante de l'aventure parce que c'est vrai que quand on dort pas dans les auberges de jeunesse ou voilà dans les hôtels, moi j'aime bien être propre, donc voilà, prendre une douche régulièrement, me laver les cheveux, etc. Du coup, évidemment, c'est plus simple l'été parce qu'il suffit de plonger dans un lac ou dans une fontaine et puis on est propre. Mais l'hiver, là, j'ai passé tout l'hiver dans les Balkans. Ça a été assez sportif, quoi. Donc, faut trouver. En fait, le truc, c'est qu'il faut trouver un point d'eau qui offre aussi un peu d'intimité. Ouais. Et souvent, ça se termine dans les toilettes des stations-service, dans les toilettes des fast-food, ce genre d'endroits. Ça veut dire qu'on a 5 minutes top chrono pour se laver parce que après c'est pas discret et que on n'est pas forcément les bienvenus. Comme pour le planage, laisser bien propre, bien sûr, derrière soi. Et du coup, ouais, on se retrouve souvent avec du shampoing dans les lavabos des toilettes et des gens qui arrivent et qui te regardent, l'air de dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Et toi, t'es là, oh, sorry, sorry. Du coup, c'est un peu galère, mais ça se fait, hein. Si on t'a pas accès justement à une belle salle de bain, que t'as pas, etc., ça se fait bien quand même. Ça se fait bien. Et puis disons, pour ce qui est plus intime, moi, souvent, je prends une bouteille d'eau, je vais directement dans les toilettes et voilà. On peut quand même être propre. On peut quand même être propre, quoi. D'accord. Après, pour ce qui est lessive, c'est pareil, dans les toilettes. Le seul souci l'hiver, c'est que quand on lave, par exemple, un jean, ça va pas sécher facilement. Donc ça, vraiment, faire laver que quand on est sûr que le soir, il peut sécher. Sinon, après, ça sent pas bon. Et, Ouais. pour les douches, il faut savoir aussi dans les ports ou sur les plages, même certaines stations-service, il y a des douches en libre accès. Donc ça peut être un bon compromis avec un peu plus de confort, quoi. Ok. Ça marche. C'est vrai qu'il y a pas mal quand même. Sur les plages, je me souviens quand je vivais à Barcelone, j'allais à la plage assez souvent et t'avais toujours plein de gens qui se lavaient le matin très tôt, qui prenaient des douches. Bah, je pense ils étaient SDF ces personnes ou je sais pas quelle était la situation, mais tu voyais toujours plein de gens se laver à 6-7 heures du matin sur les douches à Barcelone, sur les plages de Barcelone. Et voilà, ça se fait quoi. Ça se fait, Ça voilà. se fait. Ok, ça marche. Je veux juste du coup, parce que tu as dit que tu avais un blog, mais tu n'en as pas trop parlé. Du coup, est-ce que tu peux me dire un petit peu, pour tous les gens qui sont intéressés par tout ce que tu racontes, nous dire un peu quel est ton blog et de quoi tu parles dessus? Oui. Alors mon blog c'est histoiredetongs.com. Mhm. J'ai raconté des histoires de mes tongs parce que je suis tout le temps en tongs. Euh, Après je parle beaucoup. Dernièrement j'ai beaucoup parlé de la vie dans un van parce que voilà un an dans un van ça a été quand même une aventure assez extraordinaire. Je parle aussi pas mal d'exploration urbaine. Donc voilà visiter des lieux abandonnés, essayer de faire des recherches sur l'historique de l'endroit, etc. C'est quelque Mhm. chose qui m'intéresse beaucoup. Bien sûr, je parle de mon tour du monde, d'expériences sans argent, de tout stop. Et Ouais. puis, il y a une rubrique que j'affectionne beaucoup, c'est tout ce qui va être les réflexions sur la vie nomade. Essayer de creuser un peu plus, de mettre un peu de sens derrière tout ça, de se questionner sur voilà le sens que ça a et les limites. Ça, c'est peut-être la rubrique que je préfère sur mon blog. Non mais ton blog est très complet. Enfin, je recommande vraiment à toutes les personnes intéressées par le voyage et les manières un petit peu alternatives de voyager d'aller voir ton blog parce que il est super complet, t'écris bien, il y a des jolies photos, etc. Donc je conseille très fortement. Et tu parlais justement, ouais, je t'en prie. Et tu parlais justement voilà, des réflexions vie nomade, etc. Et t'as un article qui m'a particulièrement attiré. Il s'appelle, je crois que t'as trop de la chance de faire le tour du monde. Ouais. Et du coup, tu expliques un petit peu bah, que t'as de la chance sans avoir de la chance. En fait, est-ce que tu peux essayer de me dire ce que tu penses un petit peu de ça, le fait que quand tu pars faire le tour du monde, les gens disent ah bah t'as de la chance. Du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça? Oui,
Donc c'est vrai que c'est une réflexion que j'ai énormément entendue. Ouais, t'as trop de chance de faire le tour du monde, blabla. Ouais. Et à l'inverse, j'entends aussi beaucoup de voyageurs qui crient haut et fort que non, ils ont pas de la chance de voyager, ils se sont beaucoup bougés pour ça et qu'ils le doivent qu'à eux-mêmes, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a amené à réfléchir parce qu'effectivement, voilà, je me suis beaucoup démenée pour pouvoir voyager. J'ai fait des sacrifices. Je bossais à mi-temps, hein, donc ça a quand même été voilà un effort conséquent. Mais malgré tout, je considère que j'ai une chance incroyable et que c'est un luxe d'avoir des rêves et de pouvoir se bouger pour aller au bout de nos rêves. C'est pas donné à tout le monde et faut quand même en être conscient. La chance d'être né au bon endroit avec le bon passeport, c'est juste un sésame pour traverser la plupart des frontières qui restent fermées à la majorité des personnes sur Terre. Hein. Je peux dire aussi que voilà, on est né en France. Même en France, si on n'est pas riche, une fois qu'on part à l'étranger dans des pays avec un pouvoir d'achat différent, on peut accéder à la plupart des choses, on peut trouver à manger, etc. Voilà, en venant d'un pays entre guillemets riche, on peut quand même se faire plaisir dans la plupart des endroits sur la planète. Ouais. Et puis aussi en tant que femme, une liberté incroyable que de pouvoir dire à mes parents, papa, maman, je prends mon sac et je m'en vais, quoi. Ouais. Et que ça leur plaise ou non, d'ailleurs, ils ont pas leur mot à dire et tant mieux, ils me soutiennent. Moi, j'ai beaucoup de chance, mais c'est le cas de combien de femmes dans le monde que de pouvoir faire ça. C'est une chance incroyable et je trouve que c'est une chance d'être né sous une bonne étoile, quoi. Voilà. Ouais, non, c'est vrai que je te rejoins assez là-dessus. Plus tu voyages, plus tu te rends compte effectivement que, en étant né français, on fait partie des privilégiés de ce monde-là, si tu veux. Enfin, on a tout. On peut, comme tu dis, on peut aller partout avec nos passeports. On a le moyen de travailler pendant quelques mois et gagner assez d'argent pour ensuite voyager. Enfin, je veux dire, c'est dans la majorité des pays du monde, ils peuvent pas faire ça, quoi. Moi, je me souviens je sais pas, que ce soit en Indonésie, Philippines, en Colombie, enfin, les gens, ils travaillent pendant des années juste pour pouvoir se payer un voyage dans le pays voisin, quoi. C'est assez dingue de s'en rendre compte. Des fois, juste pour se payer un passeport, hein. Ah oui, parfois, juste avoir un passeport ou d'avoir un visa, c'est très compliqué. Ouais. Ça m'énerve un peu, en fait, quand j'entends dire non, on n'a pas de la chance. Genre, on l'a vraiment mérité. Ouais. On l'a pas tant mérité que ça. Et c'est vrai que c'est même des fois un peu gênant parce que, enfin, un peu gênant, ouais, ça fait de la peine, quoi, parce que tu t'es reçu chez des gens qui t'accueillent comme un prince, comme une princesse. Tu te dis, mais qu'est-ce que t'as fait toi pour mériter qu'on t'accueille ainsi, et sachant qu'en plus, si ces mêmes personnes venaient chez nous, voilà, on se doute bien de quelle façon on les accueillerait, quoi. Et Ouais. on a quand même une chance incroyable et faut en être conscient et faut respecter ça et justement essayer d'en faire quelque chose de bien et enfin voilà. Non, mais t'as raison. Bah, du coup, on va s'arrêter là-dessus, Astrid, et peut-être que les gens vont réaliser qu'ils ont quand même pas mal de chance d'être français, s'ils le savaient pas encore, en tout cas. Et puis je vais te remercier. Bah, Merci. c'est moi qui te remercie. Bah, je t'en prie. Et puis du coup, on se parlera peut-être bientôt en Asie, parce que moi je vais en... Ah oui, alors attends, je peux le dire? Ouais, je peux le dire. Du coup, je serai en Asie l'hiver prochain, l'hiver 2017 déjà, ça passe vite. Et du coup, tu vas en Asie, donc de toute façon, on se retrouvera peut-être là-bas, ça pourrait être marrant. Bah, si tu traînes jusqu'à janvier-février, j'arriverai pour le café. Ça marche. Bon, bah Astrid, bon séjour avec tous tes animaux en Grèce, et puis on se dit à bientôt alors. À bientôt, puis je te remercie. De rien, ciao. Et voilà, l'interview avec Astrid est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu apprendre des petites choses sur comment réduire un budget en voyage. Donc merci beaucoup Astrid de nous avoir raconté tout ça et merci à vous d'avoir écouté l'interview jusqu'au bout en espérant que vous n'êtes pas sauté directement à la conclusion et que vous avez bien tout écouté. Je vous fais confiance. Et du coup, dans 2 semaines, l'interview du podcast sera en fait l'un des 2 protagonistes de l'émission de télévision Nu et culotté. Donc si vous ne connaissez pas, j'ai un petit peu honte pour vous et vous devriez tout de suite aller regarder sur YouTube au moins un épisode de Nu et culotté. Et sachez que dans 2 semaines, on va faire une interview assez géniale avec l'un des 2 mecs qui se met à poil en fait à la télé.
Donc voilà, on se retrouve pour cette interview d'ici quelques semaines et à bientôt. Ciao.